Les universitaires n'aiment pas le capitalisme. Ils voient dans le marché libre une mauvaise manière d'attribuer les revenus, lui préférant des décisions centralisées. Voilà quelques stéréotypes répandus. Mais, comme bien souvent nous dirait au passage le psychologue américain Lee Chassem, ce stéréotype s'avère vrai. Avec son collègue Diego Rios, mon invité Raoul Maniberton l'a établi par des enquêtes. Les deux auteurs ont ensuite formulé une hypothèse explicative qui semble très solide au vu des données recueillies, et qu'ils nous expliquent dans cet épisode. Bonjour, aujourd'hui je reçois Raoul Maniberton, politologue. Raoul, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Institut des études politiques de Grenoble. Vous avez reçu votre doctorat en 2002, qui avait été délivré par l'Université de Paris 4. Le titre de votre thèse, c'était Polarisation politique et comportements gouvernementaux, causes et conséquences de la popularité des gouvernements représentatifs. Vous êtes l'auteur de plus de 30 articles de recherche et aussi de nombreux ouvrages, notamment Démocratie libérale qui avait été publié en 2012 et Que pensent les penseurs qui a été publié en 2015. Alors aujourd'hui, c'est surtout de votre premier ouvrage, La misère des intellectuels, qui avait été publié en 2003, que nous allons parler. Donc le sous-titre de ce livre, donc je rappelle le titre La misère des intellectuels, c'est Pourquoi s'oppose-t-il? Donc ici le il c'est les intellectuels. Pourquoi s'oppose-t-il au capitalisme? Et donc avant de se poser cette question-là, il faut savoir ce qui est entendu par les Mhm. intellectuels. Donc, effectivement, les intellectuels est dans le titre, mais en réalité, il s'agit de travailler sur les universitaires. En fait, ce Mhm, qu'on raconte, ça peut être d'une certaine manière élargi aussi à des intellectuels qui sont hors champ universitaire, mais leur parcours est extrêmement différent. Donc, ce qui nous intéressait à nous, mhm, c'est en gros la population qui a une grande performance scolaire, donc, disons un peu la population qui fait l'élite lors de la formation scolaire et qu'ensuite pratique des métiers intellectuels dans sa vie. Voilà. Donc à la fin, ça se restreint à ceux qui font euh, la recherche, les chercheurs et les enseignants-chercheurs, ceux qui sont à l'université. mhm. Peut-être qu'on peut aussi rapidement définir ce que vous entendiez dans votre étude par capitalisme. Oui. Alors, le capitalisme, c'était donc l'idée du livre, c'est en réalité au départ, c'est une idée d'un philosophe qui s'appelle Robert Nozick et qui est un philosophe libertarien et qui a justement un peu, c'est l'un des théorisateurs du libertarisme. Et donc la Mhm, définition du capitalisme, c'est-à-dire lui, il a centré le problème. Généralement, on savait que dans le champ des universitaires, un peu dans tous les pays, aux États-Unis, au Royaume-Uni ou au Canada, il y a des tendances, par exemple, à être à gauche. Sauf que gauche, c'est un terme un peu vague, alors que capitalisme, c'est assez mhm, précis. Et en fait, en gros, on aurait pu dire le marché aussi. Il y a une petite différence. Le marché, c'est un système qui se fonde sur les échanges volontaires des individus et que ces échanges sont, voilà, il n'y a pas d'obstacle à que les gens puissent échanger. Le capitalisme ajoute mhm, l'aspect où les gens peuvent accumuler un capital. Voilà. mhm, Donc ça, c'est un système, le système auquel on se réfère, c'est principalement, même si on a noté dans le titre capitalisme, c'est simplement le marché, à savoir un système décentralisé où chacun échange selon ses propres préférences des biens. Voilà. mhm. Ouais, ouais. Alors, donc je pense que dans la sagesse populaire, si je peux dire comme ça, bon, beaucoup de gens seront pas trop surpris d'entendre que les universitaires, les intellectuels en général, sont plutôt opposés Oui. au libre marché.
Mais bon, vous avez collecté de votre côté quand même des données quantitatives quoi, pour aller au-delà de Oui. ces, de ces idées reçues, on va dire. Oui, oui. Alors, à l'époque, en 2003, on avait fait ça seulement à Paris, parce qu'on avait des moyens limités. Mhm, Et donc, on avait collecté quelque chose comme un petit échantillon. C'est plus le chiffre exact, mais ça devait être autour de 200 à 300 chercheurs, enseignants-chercheurs. Après, on a répliqué ça plus tard dans un livre de 2015 avec un autre co-auteur sur 2000. Donc les résultats se maintiennent, sont les mêmes. Et effectivement, mhm, les, à vrai dire, les résultats sont assez forts parce que, par exemple, lorsqu'on a une population large, on peut dire que les universitaires sont plus anti-marché et aussi plus à gauche que, par exemple, les électeurs du Parti socialiste. On peut comparer avec les sondages faits dans la population en général. Et ils sont mhm. aussi, par exemple, plus hostiles au marché que les gens qui se définissent comme trotskistes. Donc, D'accord. c'est le résultat est d'un certain point de vue encore plus fort de celui qu'on imagine. Mais en fait, c'est pas tellement pour établir les faits, hein, parce que ça c'est important d'établir les faits. Mais une des questions, c'est que ça, c'est vrai que ça étonne personne ces résultats, Euh, et en même Oui, oui. temps, on n'a pas d'explication de pourquoi c'est comme ça. Ou plutôt, on en a plusieurs Mhm. qui peuvent être plus ou moins convaincants. Enfin, vous dites que ça n'étonne personne. Bon, je pense que personne ne sera étonné que les intellectuels, disons les universitaires, soient, disons, hostiles au marché en moyenne, mais alors qu'ils le soient plus que la moyenne des électeurs qui se décrivent comme trotskistes, pardon, c'est quand même, je pense que ça peut étonner. C'est quand même un Oui, résultat oui, fort, quoi. c'est vrai que le degré par lequel le degré, Mhm. c'est assez, ouais, c'est fort. D'ailleurs, Ouais, c'est d'autres aspects, hein. Si vous prenez, par exemple, qui d'une manière générale, là, c'est pas dans la misère des intellectuels, mais quand on prend aussi l'athéisme, c'est non, il y a aucune autre mhm. population qui est aussi athée. Donc, on a un peu ce Mhm. triptyque hostilité au marché, positionnement à gauche et athéisme qui se retrouve dans des proportions très fortes. D'accord. Alors, de surcroît, vous avez établi que les professeurs d'université qui se disent avoir été des bons étudiants, ou plutôt qui disent avoir été des bons étudiants, se disent plus de gauche, ou disons plus Oui, opposés au marché, que ceux qui disent avoir été des oui. étudiants moyens. Mmh. Oui, alors ça rentre dans l'explication qu'on avait voulu tester, qui est celle suggérée par Nozick. Après, comme elle a été juste suggérée par lui, on a dû quand même la préciser un peu. Euh, et l'idée Ouais. générale, c'est que ça se base sur l'explication, ça se base sur le fait que chacun de nous traverse deux systèmes de distribution de biens. Un, c'est le système scolaire, Mmh. jusqu'à notre dernier diplôme, et l'autre, c'est le système, disons, du marché du travail. Donc, aucun des deux ne ressemble au système pur qu'on a dans la philosophie politique, mais disons que les deux systèmes fonctionnent avec des règles qui sont extrêmement différentes. Le système scolaire est très centralisé. Il y a un Mmh. professeur neutre qui attribue les notes. Alors que le marché, c'est un système totalement décentralisé où chacun choisit selon ses préférences, le marché du travail inclus. De l'autre côté, on a aussi le système scolaire qui se base sur une valeur plus importante que les autres, que c'est le savoir, alors que le marché du travail, lui, se base sur des valeurs qui sont pas claires. Chacun est, disons, en théorie plutôt neutre par rapport aux valeurs qui est véhiculées. Donc en fait, ce sont deux systèmes de distribution mais qui sont basés sur des principes de justice différents et que la Mmh. plupart du temps, on le remarque pas parce que les gens qui réussissent à l'école, ils réussissent derrière dans le marché du travail. Seulement, il y a certains cas qui sont très extrêmes
il y a des cas de personnes, par exemple, qui à l'école ont échoué, mais qu'après, dans le marché du travail, ont un grand succès. Et à l'inverse, les cas de ceux qui à l'école étaient très très forts et que dans le marché du travail, ils sont moins bien. Et ils sont un peu dans la profession d'universitaire ou même professeur au lycée. Là, on était sur les universitaires particulièrement. Et représente. Mhm. C'est-à-dire que le travail d'universitaire est bien, hein, c'est pas mauvais, mais ça n'a rien à voir avec le haute réussite qu'on a, que ce groupe avait à l'école, qui ont été sélectionnés parce qu'ils étaient bons. Donc, quand il y a un écart si grand entre les résultats des deux systèmes de justice, l'hypothèse est que on a une tendance à préférer celui qui nous valorise, mais pas que les universitaires, hein. En général, on tend à Mhm. valoriser tous les systèmes qui nous valorisent à nous. Donc, les universitaires se retrouvent Ouais, à trouver, en gros, que le marché du travail et en fait leur situation économique n'est pas en ligne avec ce que l'école leur avait promis. Donc ça, c'est mhm. l'explication de base. Il faut voir que c'est pas une explication qui est basée sur un quelconque sentiment de frustration ou des choses comme ça. C'est vraiment une explication qui se base sur l'idée que les universitaires ont dans leur tête une théorie de la justice qui est organisée comme qui est assez proche de celle proposée par le système scolaire, en fait. Ouais. Donc ça, on a testé. C'est bien cette théorie de la justice qui produit leur anticapitalisme, et c'est pas, par exemple, un sentiment de frustration. Même si le sentiment de frustration, lui, est lié à cette vision-là. Parce que de manière générale, lorsque l'une des, disons, explications, voire accusations qu'on retrouve sur pourquoi les gens sont de gauche, c'est sur un sentiment de frustration. On est de gauche parce Mhm. qu'on déteste les gens plus riches que nous. Et ce qui n'est pas du tout le cas, enfin, ce n'est pas le cas pour d'autres professions d'ailleurs, mais ce qui n'est pas du tout le cas pour les universitaires. C'est-à-dire que la frustration n'est pas liée à leur attitude anticapitaliste. Par contre, elle est liée à une théorie de la justice qu'ils ont, qui consiste à, euh, à penser que la société devrait marcher avec les principes qui régissent le système scolaire et que cette pensée les rend à la fois anticapitalistes et à la fois frustrés quand ça va pas bien pour eux. Voilà. L'idée, Mhm. c'est que vous voyez, si vous prenez par exemple un médecin réussit bien dans le système scolaire, mais il réussit aussi économiquement ensuite. Ce qui fait qu'il a pas, il voit Mhm. pas la différence entre les deux systèmes d'allocation de biens qu'est l'école et le marché. Les universitaires sont Ouais. particulièrement bien exposés à cette différence et donc ils perçoivent cet aspect des choses. Par exemple, quand je vous dis que les universitaires ont un système ont une théorie de la justice dans la tête qui ressemble au système scolaire. Nous avons posé des questions Mhm. qui étaient précisément, qui permettaient de distinguer une position qui est généralement associée à l'anticapitaliste, c'est-à-dire une position qui est plutôt égalitariste, avec une position qui Mhm. est méritocratique scolaire. Par exemple, on a Ouais. posé la question, une question de simulation, lorsque on emploie quelqu'un, vous êtes un employeur, vous devez décider d'employer quelqu'un. Quelle est la façon la plus Mhm. juste de choisir le candidat que vous allez employer? Donc, il y avait des réponses qui sont en ligne avec le système capitaliste et le marché. C'est-à-dire, on va suivre les préférences, vos préférences de l'employeur, ou alors c'est des actionnaires. Ça, c'est des réponses de type marché. Mhm. Après, il y a des réponses de type égalitariste. Par exemple, on va faire choisir au futur subordonné de l'employé. Là, c'est celui qui est, si vous voulez, va prendre des ordres, qui va avoir des contraintes, qui va être celui qui choisit.
Et ensuite, il y a le système Mhm. méritocratique scolaire, c'est il faut faire un concours anonyme écrit. Ok. Et ce qui est Ouais. étonnant, mais on parle des entreprises, hein, on parle pas d'un poste, si vous voulez, de haut fonctionnaire. Donc, euh, 57% des Mhm. gens répondent, des universitaires répondent qu'ils font un concours écrit. Donc c'est la grosse majorité. Mhm. Ça aussi bien en 2003 qu'en 2011, quand on a répliqué sur 2000. C'est le même D'accord. chiffre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est cette réponse-là qui est le plus associée à l'anticapitalisme, plus encore que la réponse Mhm. églitariste. Ça, c'est un des D'accord. exemples. Je peux vous en prendre un autre qu'on a beaucoup présenté parce que mais il faudrait le voir écrit, c'est plus facile à expliquer écrit. On va essayer de leur demander la distribution de ressources de salaire la plus juste entre eux, les universitaires, et les footballeurs. Alors, les footballeurs, c'était en 2003, dans le Mhm. livre de 2003, dans le livre de 2015, c'était les basketteurs pour enlever un peu à côté. Mais les résultats, c'est les mêmes. Donc, on a pris exprès une profession dont D'accord. les personnes qu'on connaît sont des personnes qui gagnent très bien leur vie et qui sont caractérisées par des niveaux très faibles d'études. Donc Mhm. là aussi, il y avait des possibilités, il y avait plusieurs distributions de salaires entre les deux, de façon à que on pouvait distinguer la réponse méritocratique des réponses égalitaristes. Il y avait par exemple le Ouais. même salaire pour les deux, disons 11 000, 11 000. Donc là, c'est parfaitement égalitariste. Ou alors, une variante, c'est une réponse de type rawlsien. Les universitaires gagnaient bien mieux, 20 000, mais les footballeurs Mhm. gagnaient beaucoup plus, 100 000. Donc ça, c'est une distribution dans laquelle le plus pauvre des deux est le plus riche possible. Ça, c'est l'égalitarisme Mhm. rawlsien. Et en revanche, il y avait la, la réponse méritocratique qui était, il y en avait une seule réponse possible, où les universitaires ne gagnaient pas beaucoup, gagnaient 12 000, Ouais. à peine plus qu'égalitaristes, mais par contre, les footballeurs gagnaient moins que 10 000. Donc, c'est une situation où, quand on choisit cette réponse, il faut préférer une situation où nous-mêmes on gagne moins, mais à une seule condition, à condition que les footballeurs gagnent encore moins que nous. Mhm. Ok. Donc, on ne pouvait pas la choisir si on Ouais. voulait être riche. On devait la choisir si on voulait être au-dessus des footballeurs. Mhm. Donc, cette réponse, encore une fois, a fait fureur, mais surtout, elle prédit totalement les attitudes de gauche ou les attitudes anticapitalistes. C'est-à-dire que, paradoxalement, les Mhm. universitaires qui sont pro-capitalistes ont plus de chances d'être rawlsiens, voire égalitaristes, que les professeurs qui sont anticapitalistes, qui eux sont strictement méritocratiques. D'accord. Donc là, il y a des conséquences, par exemple, sur le fait que, de manière générale, ce qui compte quand il y a des réclamations pour gagner plus d'argent, en fait, ce qui compte Mhm. n'est pas le niveau de salaire en soi, c'est la comparaison avec d'autres catégories. Voilà. Ça, c'est les types de réponses qui sont données. Après, mais je parle trop. Non, non, au contraire, c'est... Il y a des questions aussi liées à l'intérieur des universitaires, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait la différence. Parce qu'il y a des universitaires qui sont pro-marché. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette différence-là? Est-ce qu'on retrouve cette théorie permet aussi d'expliquer la différence entre universitaires. Mhm. Donc, il y a des premiers éléments. Euh, donc, l'idée est la réussite à l'école Mhm. et la réussite dans le marché. Donc, en gros, si vous avez à l'école été dans les meilleurs, ou du moins c'est ce que vous dites, été très bon étudiant, mais par contre, vous avez un statut à l'intérieur de la profession qui est pas très élevé. Par exemple, vous avez déjà un certain âge et vous êtes maître de Ouais. conférence. Donc là, c'est l'écart le plus gros. Mhm. Vous étiez très bon et puis, alors qu'à l'inverse, lorsque à l'école vous étiez un peu cancre,
mais qu'après vous faites une carrière universitaire brillante, là, c'est la situation inverse. Mhm. Donc, c'est les deuxièmes groupes qui devraient être plus pro-marché, Mhm. ou du moins moins hostiles. Et donc ça se vérifie bien. On a une situation dans laquelle c'est vraiment la réussite, même subjective, qu'ils perçoivent eux-mêmes à l'école, qui joue Ouais. dans cette idée au marché. Mhm. Je parle pour moi aussi d'ailleurs, hein, parce que je suis totalement représentatif de cette profession. Un autre aspect, c'est pourquoi on observe que euh, l'anticapitalisme est particulièrement fort dans les sciences sociales, plus que dans les sciences, on va dire, dures. Ouais. Plus qu'on... Alors, on parle de petites différences, hein, Mhm. c'est-à-dire que même de grosses différences à l'intérieur de l'échantillon, mais qui restent plus petites que entre les gens qui appartiennent à cette catégorie générale d'universitaires et les autres. Mhm. Ok. Donc ça c'est. Euh, eh bien, donc là-dessus, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est est-ce qu'on peut donc est-ce que cette théorie elle-même du différentiel entre réussite scolaire et réussite dans le marché peut expliquer cette différence entre sciences dures et sciences sociales? Eh bien, la réponse est, il peut l'expliquer et de deux points de vue. Donc, d'une part, quand on fait des sciences dures, en moyenne, on a beaucoup plus de chances d'avoir des revenus par ailleurs liés à des brevets, par exemple. Mhm. Euh, donc ça, quand nos interviewés, les gens qu'on a sondés déclarent des revenus en dehors de l'université, c'est très clair qu'en sciences sociales, il y en a moins. Donc, le marché répond un peu plus. Ouais. Mais il y a aussi l'autre aspect. En fait, les gens qui sont en sciences sociales, ils sont meilleurs à l'école. Mhm. Alors là, ça peut surprendre, mais en fait, je vais vous expliquer. En fait, il y a deux niveaux d'être bon à l'école. Il y a la performance aux études obligatoires, au lycée, si vous voulez, Mhm. et puis la performance à l'université. Or, il se trouve que les disciplines, disons, mettons la physique, Mhm. c'est une discipline qui est c'est une discipline de bons élèves, on va Mhm. dire. Et c'est ceux qui sont bons à l'école et qui ont fait le bac scientifique et qui ont des bonnes notes qui vont en physique. En revanche, la sociologie ou la philosophie, ben, c'est pas forcément des bons élèves. Ce qui veut dire que les gens qui choisissent de faire physique, ils étaient très bons au lycée, mais quand ils vont en fac de physique, ils se retrouvent à être que avec des bons. Mhm. Donc leur performance relative est plutôt à la baisse par rapport au lycée. En revanche, lorsqu'on choisit par exemple philosophie, dans notre système, hein, parce qu'on a les universités ouvertes, et quand on arrive à l'université, on est nettement meilleur qu'à lycée, parce qu'à côté, on a des gens qui sont là comme ça, juste pour sourire. Donc, Mhm. l'expérience de être bon est multipliée dans les sciences sociales. Ça, c'est quelque chose que j'ai moi-même, avant d'avoir réfléchi comme ça, j'ai moi-même vécu parce que j'ai fait, je sais pas si vous avez vécu ça en physique. Vous étiez peut-être moins bon à l'université qu'au lycée. Disons, ça dépendait des moments, mais quand je suis allé en prépa, oui, ça a été le cas, clairement. Après, à l'université elle-même, en licence, c'était pas spécialement le cas, mais en master, bon, j'étais dans un master à l'ENS, donc là, c'était costaud, quoi. Mon master de physique de l'ENS Lyon. Ouais. Alors que moi, vous voyez, par exemple, j'ai fait philosophie à l'université. Hmm. Après le bac, j'ai fait directement philosophie. Ouais. J'ai arrivé à la fac de philosophie et j'ai eu l'impression que j'étais un génie, que j'étais calme. Parce que, évidemment, voilà, c'était l'environnement avait changé. Donc, mais à l'époque, je me suis pas aperçu.
que j'étais Mhm. Kant juste parce que à côté, il y avait des bonbons. Donc, en général, on n'aperçoit pas ça, sauf quand on essaye de le regarder de loin, essayer de le comprendre, parce que c'est un facteur écologique. Mhm. Donc, on a juste l'impression que on est meilleur parce qu'on fait finalement ce qu'on est. Donc, l'expérience d'être bon élève est beaucoup plus grande chez les sciences sociales, et on l'a testé puisqu'on a posé la question de la performance au lycée et la performance à l'université, et on observe qu'effectivement, elle est clairement montante dans les sciences sociales, alors que dans les sciences dures, elle est légèrement descendante. Ça peut expliquer pourquoi les attentes sont plus élevées en sciences sociales. D'accord. Voilà. Ouais. Juste sur le point, parce que c'est un point sur lequel j'avais prévu de poser une question et vous l'avez mentionné. Sur ce qui concerne ce scénario d'interview, ou disons plutôt de sélection de nouveaux employés pour le recrutement dans les entreprises. Ouais. Euh, donc vous faites vraiment une distinction très nette entre le mérite, qui serait un critère, on va dire, illibéral, et le choix, qui serait un critère libéral. Donc euh, pour ce qui concerne l'expérience, entre guillemets, de pensée, ou en tout cas le sondage que vous avez Ouais. conduit, il s'agissait donc de donner le choix aux universitaires euh, pour savoir ce qu'ils pensaient être la meilleure manière de choisir quelqu'un qu'on va recruter dans une entreprise. Et donc, comme réponse, ils ont beaucoup donné le concours. Mm. Et euh, vous qualifiez ça voilà, de méritocratique et donc de non libéral. Mais en fait, c'est un petit peu perturbant pour moi parce que disons que si l'entreprise en fait fait le choix de ce concours-là parce qu'elle décide que c'est la meilleure manière de recruter le meilleur candidat d'un point de vue, on va dire, économique, Ouais. je comprends pas vraiment pourquoi vous en concluez si nettement que ouais, que c'est un critère, une décision non libérale, quoi. Oui, 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 bien sûr. C'est juste. En fait, la question est, euh, si vous voulez, quelle est alors, déjà, d'une part, il y a une ambiguïté, je peux revenir un peu en arrière parce qu'il y a une ambiguïté sur le mot méritocratie. Mhm. En fait, heu, la méritocratie est un concept, très vague parce qu'on ne sait pas quels sont les mérites des gens. Et elle n'est pas que scolaire. Mhm. Il y a beaucoup de gens, par exemple, il y a beaucoup de penseurs libéraux classiques qui pensent qu'un système libéral va automatiquement sélectionner les meilleurs. Et c'est d'ailleurs une croyance hyper diffuse aux États-Unis. Mhm. Beaucoup de gens pensent que si on réussit, c'est qu'on a été méritant. Mhm. Donc en fait, le mérite peut se voir dans plein de systèmes, chacun le voit dans un système, mais en général, on le voit dans le système auquel on croit. Okay. Ouais, ouais. Euh, alors, ce que nous on soutient simplement, c'est que le système qui, selon les universitaires, traduit le mérite, c'est le concours. C'est Mhm. pas un autre. Je vais vous prendre un exemple. On a en sociologie en France un auteur connu qui s'appelle Bourdieu. Vous connaissez peut-être. Et Bourdieu, une des thèses centrales qu'il a, c'est que l'école a été inventée par les classes bourgeoises pour se légitimer. Mhm. Pourquoi? Parce que l'école existe, elle attribue des diplômes, mais en fait, il se trouve que c'est les bourgeois qui réussissent mieux. Ouais, ouais. Donc, sans l'école, ils seraient aux commandes de la société, mais de façon non légitime. Mais Mhm. en revanche, par l'école, ils se lavent un peu, ils trouvent la légitimité, mais que comme c'est eux qui vont réussir, on sait déjà qui va commander. Mhm. Cette idée est très conforme à l'idée du concours. C'est-à-dire que l'idée de dire, pour légitimer le mérite, il faut une validation scolaire. C'est la seule manière de légitimer une hiérarchie.
Donc, elle se retrouve aussi bien dans cette thèse de Bourdieu que dans la réponse des universitaires à cette question. C'est-à-dire que quelle est la plus juste? C'est le système scolaire. Elle n'est pas forcément antilibérale, bien sûr, puisque Mhm. vous pouvez dire, bah, moi, je suis le patron, je fais ce que je veux et je décide de faire un concours. Ouais. Mais c'est simplement la réponse scolaire. On peut la faire. Il n'y a aucune raison que quelqu'un qui ne soit pas universitaire ne choisisse pas celle-là, Mhm. cette réponse aussi. C'est juste qu'elle va être choisie massivement par des universitaires. Mhm. Et il est vrai que c'est pas étonnant parce que dans les concours, ils sont quand même les plus forts. Et donc, on a tous l'impression que le concours valide nos mérites. Ouais, ouais. Voilà. Mhm. En fait, techniquement, lorsqu'on est en train de demander si vous êtes le patron, vous choisissez votre employé, choisissez la méthode, la question est elle-même libérale puisque c'est le patron qui choisit la méthode, Ouais, ouais, quel que absolument. soit. Après, vous pouvez choisir d'être un bon patron et de revenir à une méthode qui n'est pas celle qui est utilisée généralement dans le marché. Mhm. Voilà. Ok. C'est satisfaisant cette réponse? Ouais, ouais, tout à fait. Alors, j'ai une question. Alors, c'est assez long de la formuler. Vous allez me dire si c'est clair, mais euh, donc en fait, je me suis dit qu'une personne qui serait opposée au capitalisme ou au libre marché, on va dire, ou même quelqu'un de parfaitement neutre, hein, en fait, sur cette question, qui n'a pas d'avis, il pourrait se dire la chose suivante. Les professeurs d'université, en fait, sont des gens qui sont intelligents et informés, et aussi bien formés d'ailleurs, à penser en général, à réfléchir. Et il se trouve qu'ils sont nettement plus anticapitalistes que la moyenne de la population. Ouais. Parmi eux, on voit en plus que ceux qui étaient des bons étudiants, et donc peut-être les plus intelligents dans cet ensemble démographique qui est déjà très intelligent, sont encore plus opposés au capitalisme que leurs collègues. Ouais. Et par ailleurs, les enseignants de sciences humaines et sociales sont plus opposés au capitalisme que ceux de sciences naturelles et de sciences formelles. Enfin, Ouais. ce que j'entends par sciences formelles, disons mathématiques, informatique, quoi. Ouais. Mm. Et donc, là, voilà, quelqu'un pourra se dire, un sociologue, un politologue, un géographe, il connaît mieux la manière dont fonctionne le monde, les réalités sociales qu'un chimiste ou un informaticien. Et donc, après avoir constaté toutes ces choses, on peut en conclure que les gens qui sont les plus brillants, les plus instruits et les plus au fait de l'état de la société sont ceux qui sont les plus hostiles au capitalisme. Ouais. Donc là, je pense que quelqu'un qui est lui-même opposé au capitalisme ou même neutre, il pourra se dire, bon, en fait, ça s'explique très simplement si on admet tout simplement que le capitalisme est un mauvais système, en fait. Ouais, ouais. Alors, c'est, si vous voulez, ça, c'est l'hypothèse zéro. C'est-à-dire, comme c'est des personnes qui sont payées pour penser, une des possibilités, c'est tout ce qu'on pense, c'est Mhm. parce qu'on a raison. C'est d'ailleurs l'hypothèse de Durkheim. On est entraîné à la critique, voilà. Et qui, d'ailleurs, pour beaucoup d'aspects, c'est aussi valide Mhm. cette explication. C'était, je sais pas, un philosophe allemand d'ailleurs je crois qu'il était d'Heidelberg, je sais plus, un sociologue, Mannheim, qui Ouais. considérait que les métiers d'intellectuels, donc par exemple les universitaires, n'étaient pas dépendants des influences sociales, parce que à force de penser, on se libère de ces contraintes. Qui est pas, il a été par la suite un peu ridiculisé, mais c'est pas une idée qui est en soi mauvaise. Mhm. La seule chose, c'est que par rapport aux données qu'on a, elle est, pour certains aspects, euh, elle n'est pas très congruente avec un ensemble de réponses qui sont données. Mhm. Donc, je vous prends un exemple. Euh, est-ce que je peux mélanger, parce qu'il y a des questions qu'on a introduites sur le livre de 2015, je peux mélanger un peu les deux livres. Ouais, bien sûr. Et de toute façon, c'est le même. Euh, donc, il y a une question sur la responsabilité des êtres humains sur le climat, ok, Ouais. l'évolution climatique. Alors là, on a la réponse des universitaires par discipline
et la réponse des gens qui donnent dans des sondages ouverts. Ah, Alors, est-ce que quelles sont les différences? Il y a la différence la plus flagrante, c'est que les universitaires pensent beaucoup plus que les gens qui répondent à des sondages normaux que les humains ont une responsabilité forte là-dessus. Et ils pensent mhm, d'ailleurs aussi beaucoup plus que avec en faisant des efforts et des recherches, on peut s'en sortir. mhm. Ok. Donc ils sont à la fois, ils donnent plus de responsabilités aux humains, mais ils donnent aussi plus de possibilités de résoudre la chose aux humains que les gens qui répondent au sondage. D'accord. Jusque-là, on peut dire c'est le premier. Alors, par contre, il y a une deuxième information qui est particulièrement intéressante, c'est il y a une seule discipline universitaire qui est pas plus optimiste que les gens normaux qui répondent au sondage sur Mhm. les deux questions. Vous savez, c'est laquelle c'est? Les climatologues. C'est les sciences de la Terre. Ouais, les géologues. Ouais, ouais. Alors, on refait la même avec le marché. Mhm. Sur le marché, ce qui va pas, c'est que on ne contrôle pas assez la société. Donc, en fait, on peut très bien réussir en contrôlant parfaitement, avec un État qui fait ce que il faut faire. Ça, c'est ce que disent les universitaires. Ça, les universitaires sont beaucoup plus optimistes là-dessus que les gens qui répondent au sondage, sauf une Ouais, ouais. discipline qui est presque pareille. C'est Les économistes. exact. Donc, en fait, il y a quelque chose de bizarre qui ne marche pas avec la théorie de les universitaires sont plus renseignés. C'est que, en fait, quand on est spécialiste, on ressemble paradoxalement à l'opinion moyenne des gens. Mhm. Donc, ça correspond un peu plus, au contraire, à une idée qui est un biais qui est tout à fait compréhensible, qu'en fait, quand on est, disons, on considère que le savoir a plus d'impact dans notre Mhm. société que celui qu'il a réellement. Mhm. Ce qui est normal parce qu'on aime ça. C'est notre activité. Donc, moi aussi, j'aimerais bien. Moi aussi, je crois ça, par exemple. Je Ouais, crois ouais. que si on me laissait faire en politique, on aurait une société beaucoup plus proche de la société idéale. Mhm. Bon, c'est compréhensible qu'on croit ça et on n'est pas non plus particulièrement irrationnel par rapport aux autres. Tout le monde tend à attribuer à ses propres activités un impact plus grand qu'il en a Ouais, en ouais. réalité. Et donc, c'est une thèse qui n'est pas particulièrement hostile aux universitaires. C'est juste que, effectivement, les universitaires, comme vous dites, ont une dimension qui est un peu critique, puisqu'ils sont là, ils passent leur vie à penser. Et de l'autre côté, c'est des gens normaux qui ont les mêmes biais que les autres, en fait. Donc, Mhm. nos avis sont des avis qui mélangent les deux choses. Et Mhm. donc, dans cet exemple-là que je vous ai donné, ça tend plutôt à être congruent avec la deuxième thèse. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, oui, ça paraît raisonnable. Après, vous savez, il y a un autre aspect qu'on a récemment exploré dans un article, mais qui est déjà présent dans le livre de 2003, une autre explication qu'on teste pas, qui Mhm. est en revanche qui est intéressante parce que en fait, l'objection traditionnelle au marché, c'est la question de la non-fourniture des biens publics. En gros, lorsque on a une situation dans laquelle tout le monde doit coopérer Mhm. pour créer un bien public, par exemple un jardin qui soit propre, personne ne doit jeter des trucs par terre. Mais tout le monde a envie de le jeter quand il y a personne qui contrôle, n'est-ce pas? Ouais. Là, le jardin va être une porcherie. Donc, le marché ne résout pas ce type de problème, ou du moins dans des conditions normales, le résout pas. Alors, les universitaires sont mis dans une situation particulièrement bien placée pour voir les problèmes des biens publics, parce que comme ils produisent de la connaissance, ils produisent un bien public. Mhm.
Donc, il voit bien que, voilà, sauf si vous brevetez, justement, quand on a l'occasion de breveter, on est beaucoup plus favorable au capitalisme. Mais toutes les fois que vous écrivez un article qui est public, après, l'article est à tout le monde. Donc, vous avez fait un travail, mais Ouais, ouais. voilà. Donc, on a aussi envisagé que peut-être il y a cette dimension-là de la possibilité, de la difficulté de la facilité à voir les failles du marché, si vous voulez, dans ce type de Mhm. métier, que c'est des producteurs de biens publics. Donc, l'idée, c'est que notre hypothèse initiale, à savoir l'école, le marché, c'est pas la seule, évidemment. Il y a Mhm. probablement d'autres éléments. Et puis, de toute façon, si on mesure la théorie de Nozick et son impact, on va pas pouvoir expliquer la variance qu'il y a en réalité. On Mhm. l'explique en partie, mais pas en tout. Il fait qu'il y a sûrement d'autres facteurs. Et peut-être, pourquoi pas, il y a aussi le fait que c'est des gens raisonnables. Mais Mhm. voilà, je dirais qu'il ne faudrait pas trop charger la barque. Si j'étais un non-universitaire, je me méfierais un peu quand même. J'irai voir les arguments, quoi. D'accord. Pas trop à croire sur parole. Surtout lorsque les gens parlent de choses dont ils ne sont pas directement spécialistes. À propos de D'accord. sciences de la Terre et des économistes dont je vous parlais. Voilà. Mhm. Tout à fait. Mhm. Heu, alors, ma question suivante, en fait, donc ce qui a été vu aux États-Unis par notamment le psychologue, universitaire Jonathan Haidt, je ne sais pas si vous le Mm. connaissez, Ouais, mais il a mis en évidence une croissance nette, en fait, de la proportion d'universitaires se disant très à gauche, ouais. depuis une vingtaine d'années à peu près. Est-ce que de votre côté, vu que vous avez fait 2 études, séparées dans le temps par une dizaine d'années, vous avez aussi vu des évolutions dans le temps ou est-ce que non? Non, bah nous on a fait avec un écart de 8 ans et Mmh. il n'y a pas de différence D'accord. dans les données qu'on a. Après, il y a des études en France, mais jamais ils ont fait des études vraiment strictes avec un sondage qui puisse ressembler à la population générale. Mais il y a des études comme ça, un peu plus au pif dans le passé. Mmh. Et je dirais que c'est pas flagrant. C'est-à-dire que il est clair que l'après-guerre est très très marquée là-dessus. À partir de Ouais. 45, on peut dire bah, il y a beaucoup d'universitaires qui disaient que les universitaires étaient anticapitalistes et de gauche. Mmh. Avant 45, c'est moins flagrant. Après, malheureusement, je Mmh. peux pas dire depuis 20 ans. Ouais, ouais. D'accord. Non, mais ouais, ouais, donc en France, on peut pas dire qu'il y a la même évolution dans le temps. Enfin, en tout cas, pas sur les échelles de temps que Ouais. vous avez pu englober. OK. Alors ma dernière question, bon ça c'est quelque chose, bon que vous aviez mentionné en passant, tout à l'heure au début, puisque vous aviez parlé en fait d'élargir, heu, je ne sais pas si on peut élargir votre, hypothèse explicative, mais en tout cas élargir le constat d'opposition au marché, disons au reste de la classe intellectuelle, puisque tout de suite Ouais. on s'était limité aux universitaires, mais je Ouais. pense alors là, j'ai moins réussi à trouver de données, mais par exemple, si on prend les journalistes ou les artistes, j'ai quand même l'impression chez les journalistes, j'ai réussi à trouver quelques données, mais elles sont pas super solides. Bon, chez les artistes, évidemment, il y en a pas, quoi, mais Ouais. il y a quand même une opposition, il me semble, relativement large au marché. Est-ce que bon, déjà, est-ce que je me trompe en disant ça? Et ensuite, si je me trompe pas, est-ce que vous pensez que des explications similaires peuvent être Bah, mobilisables? les artistes, c'est un cas intéressant parce que euh, disons que si on prend des classes comme les acteurs, il Mmh. faudrait voir. C'est pas clair du tout. On peut aussi, Mmh. il est clair que les acteurs de gauche sont plus visibles, ça c'est un fait, mais on ne sait pas
si c'est parce que les Mhm. acteurs sont tous de gauche ou simplement parce que ceux qui sont de gauche sont plus engagés. Mhm. Donc il y a toujours ce problème. C'est le problème inverse, comme vous voyez des trucs sur les intellectuels qui se basent sur les médias. Il y a des livres récents en France qui disent que euh, la classe intellectuelle se droitise. Ouais, Voilà. ouais. Ça, quand on fait un sondage, c'est clairement pas vrai. Donc là, ça peut être pareil sur les artistes. Mais si on devait trouver une régularité aussi forte, c'est quelque chose Mhm. qui ne peut absolument pas être expliqué de la même manière, en fait. Et oui. Parce que, et ça serait même, comment dire, même plutôt une objection à l'universalité de ces mécanismes. Parce que Mhm. les gens qui sont acteurs, par exemple, ont généralement un parcours scolaire qui est, disons, médiocre ou chaotique. Là aussi, je dis au pif, hein, mais disons que par rapport à, en tout cas, c'est pas issu d'un long parcours scolaire comme activité. Donc. Mhm. Et donc, on pourrait imaginer au contraire, l'idée, c'est que l'État va être, euh, va être pas si important que ça. Euh, il, le- il y a quand même un point important, c'est que ce qu'il faudrait vérifier, c'est Mhm. même si les acteurs, par exemple, sont de gauche, il faudrait vérifier pourquoi. C'est-à-dire poser les mêmes Et oui. questions. Parce que là encore, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez, on a en théorie politique, il y a enfin, quand vous prenez la philosophie politique, il y a plusieurs théories normatives et que certains sont très à gauche et certains très à droite. Mais il y en Mhm. a aucune qui justifie les choix faits par les universitaires. Par exemple, sur la théorie des footballeurs. Donc là encore, quand on prend les gens qui produisent de la philosophie politique, sont bien des universitaires. Mais ils Mhm. sont des universitaires, comme vous avez dit vous tout à l'heure, spécialistes du domaine. C'est-à-dire, à un moment Ouais, donné, ouais. on a des intuitions, mais on peut pas les justifier comme ça. Donc, à force de justifier, on finit par devoir soutenir des choses qui peuvent être très à gauche, mais qui sont pas méritocratie scolaire. Donc, voilà, c'est cette intuition un peu des gens qui sont peut-être pas spécialistes dans les théories de la justice qu'il faudrait expliquer. Et c'est vrai que si les acteurs sont de gauche, ça m'étonnerait qu'il y ait cette dimension de d'importance de l'État, notamment dans son rôle de hiérarchisation. Mhm. Voilà. À mon avis, c'est autre chose. Mhm. Voilà. Je pense que là, enfin, là, j'improvise un petit peu, mais je sais pas si vous connaissez le Big Five, quoi, qui Oui, donne les traits de personnalité. oui, Donc, c'est vraiment quelque chose dont la solidité apparemment a oui, été quand même établie oui, en psychologie. Et alors en général, quand même, disons les professions intellectuelles, il y a quand même un score élevé en ce oui, qui est appelé ouverture, quoi, openness. oui, Et alors, il me semble me rappeler qu'il y a une corrélation positive entre oui, openness et tout à fait. agreeableness, donc ouverture et agréabilité. Ouais. Et alors, ça, il faudrait vérifier, hein. Là, Non, non, tout ça, ce que je vous suis pas dites, sûr. c'est Mm. vrai, c'est Ouais. c'est comme ça, et que il y a même D'accord. il y a un lien entre ces traits-là, donc l'ouverture et l'agréabilité, et le fait Oui. d'être à gauche. Oui, c'est ça, ouais. Les Ouais. conservateurs, républicains en général, c'est aux États-Unis. Mhm. Conservateurs et démocrates. Qu'est-ce que je réponds? Oui, voilà. Euh, Mhm. après, euh, ça c'est tout à fait possible. Alors, il y a quelque chose qui est encore pas clair, et j'en parlais l'autre jour avec des gens qui travaillent sur le Big Five régulièrement. Ce qui est pas clair, Mhm. c'est même si le Big Five est très très bien établi et apparemment comment dire, c'est des traits qui peuvent être expliqués génétiquement à la naissance Mhm. de façon assez stable. Si il y a deux thèses. Une, c'est que l'ouverture et l'agréabilité est quand même pas mal influencée socialement, et quand on fait des études, ils augmentent en fait. Ouais. Et donc que la part génétique finalement est pas si grande. Elle peut être très modifiée. L'autre, c'est que non, la part génétique est grande, et que
la raison pour laquelle chez les gens instruits, ils sont plus agréables, plus ouverts, c'est parce qu'il y a un filtre à l'école. Mhm. En fait, on filtre ces gens-là. Mhm. Donc, ça serait une sélection, une auto-sélection, une sélection des gens qui vont être à gauche, Mhm. en fait. Bon, du moins. Mhm. Donc, si la deuxième explication est vraie, c'est une explication qui est totalement convaincante. Il faut voir combien elle explique, mais en tout cas, c'est une explication alternative réelle. En revanche, c'est la première explication, à savoir que Mhm. c'est en allant à l'université que euh, qu'on on devient plus, les traits d'agréabilité augmentent. Là, ça peut être, on doit retomber sur une explication de type pourquoi, qu'est-ce qui se passe à l'université. Et oui, tout à fait. Donc, comme celle que. Voilà. Donc, j'ai rien lu qui tranche entre ces deux D'accord, visions-là. On d'accord. réfléchissait Et donc d'ailleurs. les Ouais. On non, réfléchissait. j'allais dire, enfin, c'est juste pour confirmer que les gens sont déjà en train de réfléchir sur des hypothèses du type du type de Oui, celle que oui, j'ai tout avancée, à si je fait. comprends bien. D'accord, hein, Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça, c'est là. Ouais. D'accord. Et du coup, je vous ai interrompu, vous alliez rajouter autre Non, chose. et il y a des questions, c'est difficile à tester, il faudrait prendre avec cohorte. Nous, ce qu'on a, c'est une question sur qui tranche pas, hein, je vous dis tout de suite, mais quand Mhm, même qui est intéressante. Euh, sur on a demandé aussi de situer sur l'axe gauche-droite. Alors là, c'est pas le capitalisme, mais juste sur la question identification politique mhm. leurs parents, leur mère et leur père. Oui, oui. Et donc, il y a deux résultats qui sont intéressants. Le premier, c'est que les parents influencent beaucoup leur avis. Mhm, C'est-à-dire, il y a une grosse part de l'explication d'être à gauche et on a des parents à gauche. Mais de l'autre côté, c'est que quand on voit la distribution des parents, leur moyenne de positionnement droite-gauche est exactement le même que la moyenne française des non-universitaires. mhm. Donc les parents d'universitaires sont pas spécialement à gauche, même voire pas du tout. Ils sont Ouais. pareils. Donc euh, les deux choses, évidemment, à première vue contrastent, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on observe à la fois une influence grosse des parents et à la fois une gauchisation des universitaires. Alors, Mhm, cela ne signifie pas forcément qu'il n'y ait pas de sélection, parce qu'il se peut que mhm. justement c'est les plus agréables des enfants qui vont poursuivre à l'université. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui montre que par rapport aux opinions des parents, c'est pas, il n'y a pas une sélection dans ce sens-là. Parce que ça, c'était une autre thèse. D'accord. C'est en fait, c'est les parents qui sont eux-mêmes de gauche, que comme ils valorisent beaucoup la culture et tout ça, ben, leurs enfants, pour leur plaire, ils vont faire ce type de métier. Qui est raisonnable, hein, comme explication. Mhm. Mais en fait, voilà, ça marche pas, celle-là. Bon, bien Ouais. sûr, c'est pas la même que l'autosélection par les traits. Mhm. D'ailleurs, il y a une autre thèse là-dessus pour expliquer, c'est que certains disent qu'il y a une sélection de type pur et dur, c'est-à-dire que au moment où les gens de gauche ont pris le pouvoir à l'université, Mhm. bah, il élimine les gens de droite, des concours et tout ça. Mais ça, cette thèse, à ma connaissance, elle a été plus ou moins testée, mais pas par rapport au concours universitaire, mais par rapport aux étudiants admis dans les dans les masterclass. Mhm. Et ils ont fait comme ça, ils ont envoyé des, des, des candidatures qui étaient identiques à différents profs, mais la seule chose qui variait, c'était j'ai travaillé dans la campagne d'Obama, un autre j'ai travaillé dans la Mhm. campagne de McCain et un autre n'avait rien. Et en fait, sur un grand nombre de réponses, on n'a pas de différence. Donc Mhm. là, ça tend à dire, bon, au moins sur les étudiants sélectionnés, il n'y a pas un biais de ce type pro-gauche. D'accord. Voilà, c'est après. Donc vous voyez, c'est juste, je vous raconte ça pour dire, oui, il y a le Big Five et il y a d'autres il y a pas mal de trucs Mhm. là-dessus.
qui sont vrais ou faux, mais en tout cas qui sont à première vue plausibles, et puis après, faut voir. C'est vraiment passionnant comme question. Mmh, voilà, moi j'avais fait le tour de mes questions en fait. Est-ce que vous souhaiterez rajouter quelque chose ou approfondir un point avant de conclure ou Non, non, on peut conclure. d'accord. J'espère qu'on... Bah, écoutez, dans ce cas-là, on boucle ici, quoi et puis je vous remercie vraiment d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Eh ben, merci à vous, cette agréable interview. Ouais. Et voilà, si je passe à Mmh. Heidelberg, on peut peut-être prendre une bière. Ah oui, ce sera avec plaisir, bien sûr. À bientôt alors. Bah, écoutez, merci encore et puis, bah, bonne soirée Raoul et puis ouais, à la prochaine.